Want some money? Bienvenue sur Juicy Nation, le podcast pour débrider son éducation financière. Je m'appelle Joachim Lemonnier et chaque semaine, je vous emmène avec moi à la rencontre d'un professionnel de l'investissement. Juicy Nation, c'est aussi Juicy.club, un site qui rend des centaines d'opportunités d'investissement visibles et accessibles à tous. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site juicy.club, juicy.club, ou dans le lien en description. Ceci étant dit, passons maintenant à la présentation de l'épisode du jour. Dans cet épisode, je suis avec Jean-Marc Jacobson, le fondateur de la plateforme Realty, plateforme qui permet d'acheter des fractions de biens immobiliers aux États-Unis. Et dans notre échange, justement, on se rend compte assez rapidement qu'en fait, Realty est le mariage entre d'un côté l'immobilier et de l'autre la technologie blockchain. Et c'est tout à fait logique vis-à-vis du parcours de Jean-Marc, qui a d'abord travaillé pendant plus d'une décennie à la création de portefeuilles immobiliers, à les rendre rentables, à faire en sorte qu'ils dégagent des bénéfices. Et après, il a découvert le Bitcoin en 2011 et il a commencé à s'intéresser à la technologie blockchain. Et plus de 8 ans après, eh bien, il crée Realty, fort de toutes ses expériences à la fois en immobilier et sur les technologies blockchain, pour apporter vraiment une solution qui est game changer, qui va changer les choses, notamment par son accessibilité. Aujourd'hui, on peut tous investir dans l'immobilier aux États-Unis avec 50 $. Et rien que ça, félicitations. Et je vous laisse avec cet épisode qui va vous expliquer en détail à la fois les choses simples, mais aussi les choses un petit peu plus compliquées, pour essayer de générer des revenus complémentaires avec vos investissements immobiliers. Donc voilà, je vous laisse avec mon échange avec Jean-Marc et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur Juicy Nation. Bonjour Jean-Marc, merci de m'avoir fait l'honneur de venir sur Juicy Nation. Bonjour Joachim et merci beaucoup de m'avoir invité, c'est un plaisir d'être là. Plaisir partagé. Alors comme tout début d'épisode, j'aimerais qu'on commence par te présenter. Si tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et ce qui en a fait que tu as créé Realty. Bien sûr, avec plaisir. Donc je suis canadien et mon frère et moi, avons commencé dans l'immobilier il y a maintenant bien longtemps, 1993, dans l'immobilier à Montréal. Et nous avons investi là-bas dans l'immobilier résidentiel à une époque où tout le monde voulait vendre. Il y avait le référendum politique. Donc on vient vraiment, c'était l'époque où le Québec voulait être indépendant. Donc tout le monde voulait quitter le Québec et tout était à vendre. Il n'y avait pas une grue dans la ville. Donc c'était pour nous un bon moment de rentrer dans ce marché, puisque c'était facile d'y entrer, puisque tout le monde voulait sortir. Donc on a démarré dans l'immobilier résidentiel et c'est resté jusqu'à aujourd'hui notre spécialité, ce qu'on préfère faire. Nous avons démarré avec une propriété, puis deux, puis avec le refinancement, on en a acheté une troisième et on a créé un portefeuille immobilier résidentiel que nous avons géré nous-mêmes. Et à travers les années, nous l'avons grandi, nous l'avons nourri, nous nous en sommes occupés et il s'est occupé de nous en retour. Et c'est vraiment qu'au bout de plus d'une décennie de travail acharné, qu'on s'est rendu compte de ce que représentait le revenu passif, la puissance d'un revenu passif, surtout quand il est construit tôt. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept de revenu passif, tu peux expliquer un petit peu? C'est des intérêts qui tombent régulièrement, on fait un investissement, on a les loyers qui tombent régulièrement, on n'a pas trop à s'en occuper, passif, on n'a rien à faire. Mmh. Donc, quand on a une bonne structure mise en place ou quand on achète une obligation qui a des intérêts ou qu'on investit dans une action qui donne des dividendes, on perçoit les dividendes, on n'a rien à faire et on grandit ça. Et en investissement comme ça dans des bonnes actions ou dans les bonnes obligations ou dans le bon immobilier, eh bien, même en investissant pas beaucoup, pas la peine que ce soit des gros chiffres. Ce qui compte, c'est la régularité des revenus. Au bout d'un moment, ces petits ruisseaux font des grands fleuves. Au bout de plusieurs années, c'est vrai, mais c'est puissant comme concept. Ouais, carrément. Et ça, il faut l'apprécier. Et quand on est jeune, on n'y pense pas. Quand on est jeune, on n'y pense pas. Nous, je vais vous dire sincèrement, on n'y pensait pas quand on a démarré. On voulait simplement grandir le portefeuille et on était dans les mains dedans. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé notre carrière dans l'immobilier résidentiel.
C'est vraiment notre spécialité. Après, depuis, on a fait de l'immobilier aux États-Unis et au Canada et on a à peu près tout fait. Donc, je dis tout, c'est du commercial, ce sont des terrains, on a construit des immeubles, de la promotion immobilière, on a fait divers et variés. Mmh. Ce qui nous reste à cœur, c'est le résidentiel. OK, très clair, très, très clair. Donc ça, c'est vraiment l'expertise que tu as développée, au fur et à mesure, en plus d'une décennie, de d'acquisition, de rénovation, d'obtention Et de et de gestion. gestion, ouais, de gestion des locataires, ouais. Qui est Oui. le nerf de la guerre, dans ce autour de ce sujet. Alors c'est très bien, c'est très important ce que tu dis. Oui, dans l'importance de la gestion immobilière, les gens ont tendance beaucoup à à la minimiser. En fait, c'est dans la gestion, dans la qualité de gestion que se fait le revenu justement. Donc nous, on a vraiment développé en gérant notre propre portefeuille, on a vraiment développé des spécialités parce qu'on faisait attention au grain, comme on Mmh. dit. Chaque, dollar, c'était pas l'argent des autres, c'était pas l'argent d'un fonds, c'était pas un propriétaire externe. Donc on faisait vraiment attention à comment optimiser tous les systèmes et à vérifier tous les matériaux, quand il s'agissait de Mmh. rénovation. Donc oui, c'est une expertise et c'est quelque chose qui s'apprend en le Mmh. faisant. Ouais, carrément, c'est clair qu'on peut l'apprendre, bah, avec des formateurs ou autres, mais rien de mieux que l'exécution sur le terrain, et rencontrer les difficultés en vrai pour comprendre, quoi. Les pièges, Ouais. absolument. On reviendra peut-être sur les petits pièges après et moi j'essaie de comprendre en fait ta réflexion donc là tu es avec ton frère, c'est ça? Vous avez monté ce portefeuille, Oui, tous les Rémi, 2, voilà, tout à avec fait. Rémi et comment on est arrivé l'idée de Realty, heu? Ah, en effet, Joachim, je t'ai donné la première partie de l'équation. Après, en 2008, mon frère et moi s'étions dit qu'il y avait quand même pas mal hem, de choses bizarres dans l'immobilier et que les valeurs, que les et puis on a senti que pour nous, sans être je prétends pas être un grand économiste ou n'importe quoi, mais on sentait qu'il y avait une, une fièvre frénétique. On s'est dit pour nous, c'est peut-être un bon moment d'alléger le portefeuille. Et en 2008, on a vendu une partie de notre portefeuille à des fonds et en pensant qu'il y aurait peut-être un retournement de la situation. Effectivement, il y en a eu aux États-Unis. Tout le monde connaît la crise de 2008. Bon, on s'était complètement planté au Canada parce qu'au Canada, il n'y a pas eu de crise du tout. Les banques ont d'autres façons de traiter l'emprunt là-bas et les prêts. Donc en fait, non seulement il n'y a pas eu de crise au Canada, mais les prix ont continué à augmenter de façon fulgurante. Mais bon, il n'y a pas de regret. On a vendu à un bon moment, une belle partie. Et puis après, Rémi et moi, Rémi vivait à Miami à cette époque. Moi, j'étais encore à Montréal. Et on a continué à chercher quoi faire, à faire des petites opérations, un peu au lance-pierre. On achète, on rénove, on revend. On gardait pas nécessairement les propriétés. C'était pas la création d'un portefeuille, d'une foncière. C'était plus du tout le cas. Et C'était plutôt un jour, il faisait du vraiment, marchand de biens, si on peut dire ça, achat, retaper, revendre? Ouais, je suppose, oui, on appelle ça comme ça en France, oui. Donc on achète, on rénove, on loue bien, on stabilise et on revend avec une plus-value ou on essaie de vendre rapidement, ça dépend. Euh, voilà, donc c'est ce qu'on a fait pour quelques opérations comme ça aux États-Unis. Et à un moment, il faisait vraiment chaud à Miami et puis on voulait rester à la maison, trouver un projet qui nous occupe les week-ends sans avoir à sortir. Et on voulait créer ce projet pour liquéfier l'or, rendre l'or liquide. d'accord. C'est sympa comme Ouais, idée. carrément. Voilà, ben on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de blockchain à l'époque. Enfin, du moins, nous, on ne savait pas qu'il y avait la blockchain. Donc, on s'est dit, on va essayer de trouver un C'était les système. prémices du bitcoin, 2009, c'était la première année? Alors, non, on était en 2011 déjà. On était déjà en 2011 à ce moment-là. Donc, effectivement, euh, Bitcoin a commencé en 2008, 2009. La première transaction en 2009. Donc, ça faisait, disons, 2 ans. Oui, c'est ça, 2, 3 ans. Donc, on voulait digitaliser l'or et on s'est rendu compte que quelqu'un avait essayé de le faire et que ça avait fini dans un désastre
pour la personne qui avait essayé. Les États-Unis lui sont tombés dessus en disant qu'il créait une monnaie. Lui disait non, c'est une commodité. Il s'est battu contre le gouvernement américain. Il a perdu toute sa fortune, tout ce qu'il avait investi. C'était un docteur, je me rappelle plus de sa spécialité. Et ça a été une histoire triste. Et à la fin de son témoignage, il dit, je laisse la place à toutes ces monnaies digitales qui apparaissent. Alors là, on s'est dit, mais c'est quoi ces monnaies digitales? Et c'est là où cliquant sur les liens, on a découvert Bitcoin. Comme tout le monde, on s'est dit, c'est quoi ce plan bizarre? C'est un scam. Eh ben, on a lu le white paper et ça a répondu de façon élégante à toutes nos questions. Et on a décidé de commencer à miner. Ok, Et on est rentré dans Bitcoin de cette façon. ok. Fin 2011, début 2012, on s'est mis à miner beaucoup de Bitcoin avec les cartes graphiques à l'époque. Donc, voilà comment est-ce qu'on est rentré dans la blockchain. À l'époque, blockchain, Bitcoin, c'était Oui, synonyme. oui, carrément. Il n'y avait pas vraiment de différence. Litecoin est venu et puis d'autres, etc. Mais vraiment, la blockchain a été créée pour Bitcoin. Et on s'est rendu compte assez rapidement, en fait, déjà dès 2012, fin 2012, que la blockchain pouvait faire beaucoup plus que la monnaie. Que la monnaie, en fait, n'était qu'une application de la blockchain et pas nécessairement la plus intéressante. Et on a fondé en 2013 à Montréal la première ambassade Bitcoin du monde pour être un point de rencontre et d'accueil pour tous les bitcoiners de la planète qui veulent venir créer une compagnie, logement gratuit, bureau gratuit, internet gratuit. Venez, on parle Bitcoin, on donne des cours de Bitcoin gratuits aux passants. Et c'était vraiment pour évangéliser Bitcoin Super projet. et faire du lobby. Aussi. C'était très sympa. C'était très sympa. C'est devenu un petit incubateur. On s'est fait beaucoup d'amis et de contacts. Et on a vraiment essayé de développer un langage de scripting qui était très difficile en fait sur Bitcoin. Il y en a toujours Alors, tu pas peux définir un aujourd'hui sur langage Bitcoin de de... langage très difficile. Tu peux définir le langage de En scripting? fait, oui, un scripting, c'est quand on code dans un langage Mhm. informatique comme C++, JSON, il y en a Solidity aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche le plus, etc. Avant, c'était Pascal, avant, c'était le basique, ça, c'était avant ton époque, tout ça. Moi, c'est ce que j'ai appris, donc Ouais, ouais. voilà. Et donc, et ce qu'on voulait, c'était, on savait que la blockchain était de l'argent, que Bitcoin était de l'argent programmable. D'accord, c'est vrai. Encore faut-il la programmer. Et programmer sur la blockchain Bitcoin, ben en fait, il n'y a pas de langage qu'on appelle Turing Complete, avec des fonctions, avec des boucles, avec des éléments qui nous permettent de coder rapidement. Et le but de créer un scripting language était de créer cette fonction, justement ce langage, qui permettrait de déployer des fonctions, des possibilités autres que la monnaie sur la blockchain de Bitcoin. Ben, c'était pas la peine de le faire en fait, puisque Ethereum est apparu. Oui, du coup, Ethereum qui est Et la avec deuxième crypto-monnaie phare de l'écosystème. exactement. Et Ethereum, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet justement de coder rapidement la blockchain et d'en faire des contrats, ce qu'on appelle les contrats Hmm. intelligents. Donc, il y a un langage de scripting qui est ce qui s'appelle Solidity, qui permet d'utiliser la blockchain pour plein de choses. Plein. Et le pouvoir, la puissance de la blockchain est apparue, c'est né avec Bitcoin, mais ça s'est déployé, ça a évolué avec Ethereum. Hmm. Et du coup, toi, tu as découvert Ethereum par la force des choses et tu t'es dit, ah fantastique, depuis tout ce temps, j'essaie de scripter sur Bitcoin, mais avec Ethereum, c'est déjà conçu de base comme ça. Donc, je vais pouvoir faire le lien entre justement mon expertise dans l'immobilier et ces smart contracts, ces contrats intelligents, et pouvoir faire quelque chose qui permette de simplifier l'accessibilité à l'immobilier, quoi. Alors, oui et non. Oui, dans le sens, ça a mis du temps avant qu'on comprenne bien quand même. Ethereum, ça a mis du temps à apparaître, c'est apparu en plusieurs moutures, ça a mis Mm. un an et demi. Et après, on a tout de suite eu ce réflexe, Rémi et moi, d'essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait combiner les deux. Et à ce moment-là, il y avait cette frénésie des ICOs, Mm. dont tout le monde a entendu parler. Et nous, Rémi et moi, ça nous a un peu refroidi. On n'a pas vraiment fait grand-chose, on s'est un peu retiré. Et quand on regardait comment faire de l'immobilier sur la blockchain, on se heurtait toujours
à un problème juridique. Toujours. D'accord, on émet un token, on dit que c'est de l'immobilier, mais c'est on dit. Et si quelqu'un dit bah non, si un juge dit bien non, ça ne représente pas de l'immobilier, désolé. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a un contrat qui dit c'est de l'immobilier? Quelle est la force de ce contrat? Quelle Mmh. juridiction? On avait vraiment ce problème juridique de validité de ce token. Et Ah, on a passé vous pas. étiez dans la forêt, vous deviez, défricher devant vous parce que personne n'était passé avant, quoi? Il y avait eu plusieurs tentatives, mais personne n'avait résolu le problème. C'est exactement Mmh. ça. Oui, c'est vrai. Et c'est bien de dire le token représente. D'accord, mais représente, c'est qui dit que selon qui il représente? Et en fait, en parlant beaucoup avec nos avocats, avec des trucs, on disait qu'on cherchait, on expliquait à nos avocats ce que c'était la blockchain. Ça, c'est un défi à l'époque, hein, je vous assure. Expliquer à un avocat à l'époque une blockchain, fallait se réveiller tôt le matin et être en forme. Donc maintenant, c'est pas le cas. Donc les et donc on parlait d'immobilier fractionné, on parlait et un jour on a un de nos avocats qui a appelé Rémi en fait et qui a dit écoute, il y a une possibilité de fractionner l'immobilier aux États-Unis et peut-être que tu peux l'appliquer même au token. On a tout de suite regardé, effectivement, grâce à cet avocat, nous avons trouvé le moyen de légalement tokeniser des SPV, Special Purpose Vehicle. Ce sont des compagnies, aux États-Unis, des Mmh. LLC, ce sont des compagnies qui se spécialisent dans un investissement, D'accord, donc qui existent pour une OK. fonction Donc unique. la société va acheter Et un seul actif, c'est ça? c'est Mmh. exactement ça. Elle a un but, un seul but. Et là, dans notre cas, le but, c'est d'acheter une propriété, c'est tout. Et en fait, on ne peut pas aujourd'hui, nulle part dans le monde, hein, on ne peut pas tokeniser directement un bien immobilier. Il faut passer par une société. Par contre, aujourd'hui, juridiquement et légalement, on peut tokeniser une société. Donc les actions de la société? C'était en novembre. Alors, les actions, ça s'appelle action, ça s'appelle membre. Unité, ça dépend du type de société. Aux États-Unis, les LLC ont des membres, ils n'ont pas d'actionnaires. Mais c'est que de la terminologie, c'est tout ce Mmh. que c'est. Nomenclature, je ne sais pas comment ce qu'on dit. Donc, ça, c'était en novembre 2018. Eh bien, c'est là que Realty est né dans nos têtes. On s'est mis tout de suite au travail. Et Realty est né à ce moment-là parce qu'on voulait toujours rejoindre notre passion qui est l'immobilier avec la blockchain qu'on avait découvert par hasard et qui nous a vraiment passionnés pendant déjà, c'était en 2018, donc ça faisait déjà 7 ans où on faisait beaucoup dedans. Donc, on a eu pas mal d'échanges avec les avocats, avec les contrats, avec comment ça marcherait, quels sont les tests. Et en février 2019, Realty a été incorporé et Realty est né. Super. Voilà, Ça oui, là on comprend longue on histoire. comprend oui, mais en même temps normal, on comprend tout à fait qu'on peut pas, créer une société comme Realty, en claquant des doigts et que ça demande, un passif, déjà d'expertise immobilière parce que le sous-jacent, certes, la méthodologie utilisée utilise des concepts liés à la blockchain et notamment à Ethereum et ses smart contracts. Mais après, en termes d'actifs, l'actif, même s'il est, possédé par une LLC comme tu dis, l'actif est toujours immobilier, il faut toujours avoir le nez pour trouver un bon bien, gérer les locataires, obtenir les revenus entrants, les redistribuer et cetera. Donc c'est super intéressant Absolument. de combiner ces 2 compétences, ces 2 univers qui, en apparence ne sont pas liés, mais au final, avec lequel on peut quand même produire un service, de grande qualité. Donc maintenant, c'est peut-être le moment de présenter Realty, dans l'état actuel des choses, ce que c'est aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, Realty est né de cette fusion de blockchain et d'immobilier. Et en fait, l'idée, c'était quoi? C'était de permettre l'accès facile à l'immobilier avec des petits moyens de test, même si on veut, afin de profiter d'un revenu passif. Donc, ça amenait à l'immobilier ce que l'immobilier n'a pas, c'est-à-dire les Mmh, liquidités. c'est vrai. On acheter un bien immobilier, peu importe le pays dans lequel on se trouve, ça peut être un parcours du combattant, ça peut être plus ou moins onéreux, difficile et ça met du temps. Vendre le bien immobilier par la suite, ça peut être rapide comme ça peut ne pas l'être. Il y a
REITs qui existent aux États-Unis. Je crois qu'en France, il y a les SCPI, il y a de l'immobilier papier qu'on Mmh. appelle, mais généralement, on n'a pas vraiment de liaison directe avec une propriété en Oui, particulier. c'est un peu comme Euh, des ETF, c'est un ensemble de biens, qui sont possédés par une entreprise, qui gère le parc immobilier, quoi. c'est exactement ça. Alors souvent, les chiffres se perdent. L'expérience de la vie de la propriété, ben, on la voit pas. On a aussi, on peut pas dire qu'on possède une fraction de tel ou tel immeuble, parce que moi j'aime bien. Ensuite, les minimums sont souvent assez élevés et les procédures de revente peuvent être assez compliquées. Donc avec blockchain, on pouvait vraiment améliorer tout ça rapidement et facilement. Donc notre premier token, on a choisi une petite maison à rentabilité qu'on a acheté d'abord Rémi et moi juste pour ne pas avoir de soucis de propriétaire. C'était un petit investissement qu'on a bien rénové, qu'on a bien stabilisé et on a commencé à vendre le token à partir de 50 $. Donc ça permet vraiment à n'importe qui avec 50 $ de faire un test Mmh. et de voir si on aime l'expérience ou pas, si c'est quelque chose qu'on peut faire. Alors, la rentabilité, elle est rentabilité américaine sur le bien immobilier, donc en dollars US, et on parle de rentabilité locative qui varie aux États-Unis dans la niche que nous avons choisie, entre 8 à 13%. Aujourd'hui, c'est plus du 11%, 10,5, Mmh. 11. Pendant un moment, c'était à 13, mais c'est en train de descendre parce que les prix augmentent un peu. Donc, euh, ça permettait aussi d'avoir l'expérience et de, si jamais on n'aime pas l'expérience, ça peut arriver, dire moi je cherche plus ou moi je comprends pas ce que j'ai, je sens pas le lien, on peut comprendre. Dans ce cas-là, avoir une liquidité de Mmh. revente. C'est-à-dire qu'on peut revendre le token aussi facilement qu'on l'a acheté. C'était ça la philosophie de Realty. Amener de la liquidité dans le marché immobilier et prouver que ça marche. Oui, carrément. Bah, enfin, de l'accessibilité, de la liquidité et de la simplicité aussi parce que, pour, quand Ah, tu utilises des systèmes blockchain, enfin, c'est de moins en moins le cas, mais il y a 3 ans de ça ou 10 ans encore, c'était compliqué. Le moindre truc, échanger un bitcoin contre un autre, enfin, c'était pas simple pour tout le monde et du coup, c'est vrai que ces outils-là, souvent, bah, vont avoir une composante technique et il faut réussir à effacer la technologie, même si elle est super importante, pour vraiment, avoir une bonne expérience utilisateur la plus simple possible. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous mais avez réussi à faire. Enfin, du moins, moi, je suis un investisseur sur Realty et j'ai pas de mal à me servir de la plateforme, en tout cas. eh ben, merci beaucoup. Mais en fait, tu m'as le point sur un des problèmes d'évolution que nous avons eu. Au début, nos seuls alors après qu'on ait fait les tests avec les amis et la famille, les seuls token holders qui étaient intéressés par nos produits étaient vraiment des gens qui connaissaient très bien Mmh. blockchain. Ça venait vraiment de la communauté blockchain que nous, on connaissait bien, mais c'était vraiment, cette catégorie de personnes qui, décidaient d'essayer, de tenter le coup. Pas ceux qui étaient passionnés par l'immobilier ou pas ceux qui voulaient simplement un revenu passif. Parce que justement, il y avait ce mur de blockchain, qui percevait être comme très technologique. Donc on a essayé de faire disparaître la technologie le plus possible. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec j'allais dire deux approches à Realty. C'est la première, celle de la personne comme toi, d'après ce que j'ai cru comprendre, qui ne cherche que le revenu immobilier. Acheter un bien, voir, le voir. Bon, des fois on a des bonnes aventures, des fois on a des mésaventures dans l'immobilier, ça arrive aussi. On a un bon rendement, de voir ce qui se passe, de toucher les loyers et de s'en arrêter là, d'aller pas plus loin. Et il y a la deuxième approche des gens plus ferrés dans la blockchain et qui sont plus techno. Eux, par contre, essayent de voir comment utiliser le real token d'une propriété dans tout ce qu'on appelle aujourd'hui la finance décentralisée. Et la finance décentralisée, Joachim, je le dis et je le répète à qui veut l'entendre. En 2011, j'évangélisais le Bitcoin à qui voulait l'entendre. Je fatiguais tout le monde. J'arrêtais pas d'en parler.
je saoulais le monde. Mais j'avais une ferveur, j'étais convaincant parce que j'étais convaincu. Ben aujourd'hui, avec la même ferveur, je dis aux jeunes et je dis aux moins jeunes de regarder la finance décentralisée. Je pense réellement que ça va représenter un tournant important pour notre société en général, Est-ce que du coup et ce, dans 5 à tu peux 10 ans. définir un petit peu ce que c'est la finance décentralisée et comment, vous avez pris les usages, par rapport à Realty? On est en train de les prendre par rapport à Realty. La finance décentralisée est arrivée vraiment grâce à Ethereum au début, qui a permis de créer ces contrats intelligents. Ensuite, tout ce qui est crypto-monnaie d'une part, crypto-actifs de l'autre part, ont commencé à exister sur les blockchains, reliés par ces contrats intelligents dans une certaine façon de fonctionner, régis par des contrats, par des oracles. Un oracle, c'est soit une personne, soit un programme, soit une compagnie qui prend des décisions spécifiques à un moment donné de la vie d'une organisation et qui sont exécutées sur blockchain. Euh, eh bien, toute la somme de tout ça a créé un écosystème naissant qui s'est, j'allais dire, qui a pris naissance peut-être avec Ethereum, mais qui est devenu très palpable avec Uniswap, qui est ce qu'on appelle un échange algorithmique décentralisé sur Ethereum, qui a vraiment commencé à donner le premier avant-goût de la puissance de ce qu'on pouvait faire sur blockchain. Dans la finance décentralisée, c'est vraiment toute cette décentralisation de contrats intelligents et de compagnies qui aujourd'hui font un écosystème qui se rejoint de part et d'autre, d'idée en idée, et qui potentialise le token. Ainsi, un real token, nous on a essayé de mettre notre real token d'une propriété sur Uniswap, nous avons réussi. Il était donc possible d'échanger selon certaines règles. Il faut comprendre, des fois, c'est pas intuitif, attention. C'est vraiment pour les gens qui sont plus Mmh. technologiques. Donc, on enlève un peu l'aspect simplement revenu passif et j'achète et j'attends 5 ans ou 10 ans et je vois ce qui se passe. L'investisseur immobilier classique. Là, on parle d'un investisseur qui devient actif dans le monde de la finance décentralisée. Eh bien, il peut commencer à utiliser des compagnies comme Aave, où on peut emprunter contre un token. Levin Swap, c'est une version de Uniswap sur une blockchain, sur une L2 qu'on appelle XDAI. Il peut y avoir, on peut placer des loyers qu'on reçoit en stablecoin sur Compound ou autre pour recevoir des intérêts sur les loyers qu'on a reçus. Tout ça, c'est un univers qui se crée dans la finance décentralisée et qui est naissant aujourd'hui. Aujourd'hui, il Si apparaît. je comprends bien, c'est un univers dans lequel, on peut prêter, soit de l'argent, soit des cryptomonnaies ou soit des tokens qui sont liés, par exemple, à un bien immobilier et en échange de ce prêt, on va recevoir du rendement. Sauf que la particularité étant que du fait de sa décentralisation, il y a pas d'intermédiaire, il y a pas de banque, il y a pas d'organisme, central qui va régir ou prendre sa com, là-dessus. Il y a juste les protocoles, les lignes de code en quelque sorte qui elles sont rémunérées, pour faire fonctionner tout cet écosystème. Oui, c'est exact. C'est exact. Quand ça reste dans l'univers digital, c'est parfaitement vrai. C'est que le protocole. Maintenant, ça permet plus que simplement d'emprunter. Emprunter, c'est déjà puissant. On met en collatéral des tokens et on peut emprunter contre ces tokens. Si jamais ça descend en dessous d'un certain niveau, la liquidation se fait automatiquement selon des règles. Il n'y a pas besoin d'intermédiaire, il n'y a pas besoin d'exécutant. Maintenant, je pense que la notion d'intermédiaire se redéfinit plutôt que de disparaître Mmh. entièrement, et que le rôle d'un intermédiaire s'ajuste plutôt que d'être complètement rayé de la carte. Ceci dit, euh, il y a aussi des cas hybrides, comme c'est le cas de Realty, où Realty est un token cryptographique, donc qui vit sur blockchain, mais qui représente aussi un actif Mmh. physique, un bien immobilier, une compagnie qui détient un bien immobilier. En soi, on est régi plus que par un simple protocole, nous avons aussi les lois des pays en vigueur.
C'est-à-dire aux États-Unis, c'est quand même une sorte de security token, une valeur Mmh. mobilière. Donc là, il faut être en règle avec la SEC, il faut être en règle avec les différentes les différents organismes de Oui, la régulation. la SEC, c'est un peu le l'AMF française. Voilà, là-bas, c'est aux États-Unis et OK, alors si par exemple, je prends un exemple pour illustrer tout ça, moi j'ai acheté, 2 tokens de 2 propriétés différentes sur Realty. Les 2 tokens ne sont pas les Oui, mêmes, puisqu'il y en a un qui est rattaché à une certaine, un certain appartement et un autre qui est rattaché à une maison, par exemple. Et du coup, tout à ils fait. sont différents par nature. Alors ça, c'est le choix que nous avons fait absolument, afin de pouvoir choisir l'immobilier dans lequel un individu va investir. Nous avons créé, à Realty, nous créons un token par propriété. Oh, si vous voulez créer un immobilier résidentiel, peut-être qu'un jour on fera du commercial, hein, donc vous pourrez choisir, vous pourrez créer un portefeuille commercial en achetant que des tokens de résidence commerciale, de propriété commerciale, et vous pourrez acheter après un portefeuille résidentiel en achetant que des tokens de propriété Mmh. résidentielle. Mais effectivement, il y a un token par propriété. Mais sur chaque propriété, il y a combien, enfin, ça dépend du prix de la propriété? Alors ça dépend surtout de la valeur de la propriété. Donc il peut y avoir de 1 200 à 15 000 tokens, ça dépend de Ouais, la voilà, taille. ça dépend de la taille, ouais. Parce que moi, j'ai pas mal d'utilisateurs, sur Juicy qui, parfois alors c'est tant mieux, hein, mais étaient frustrés justement parce qu'il y avait pas assez de place pour tout le monde. Mais ça, c'est positif, c'est le succès. C'est positif. On essaye aussi de faire en sorte qu'il y ait toujours une maison disponible ou une propriété disponible en limitant le nombre de tokens que l'on peut acheter par Mmh, transaction, à ce qu'on appellerait un starter kit. On travaille vraiment mmh. dessus. Euh, L'idée, c'est quoi? C'est que comme notre token est disponible un peu partout dans le monde, pas partout, il y a quand même des pays qui sont blacklistés, etc. On doit quand même faire le Mmh. KYC, on doit faire un whitelisting. On a quand même, c'est pas simplement comme un token cryptographique que j'achète en faisant un échange. Non, il y a quand même une identification à faire. Donc, il y a des pays dans lesquels on ne peut pas être actif, mais sinon, on est vraiment un peu partout dans le monde. Donc, quand on met une propriété en vente, ben, elle est rapidement vendue puisqu'elle est partout Oui, tout simultanément. à fait. Il peut y avoir aussi bien des Argentins que des Allemands, que des Anglais, que des Thaïlandais qui achètent. Donc effectivement, quand vous vous mettez dessus, des fois, les maisons peuvent partir remarquablement Ah mais rapidement. je te dis ça comme ça parce que c'est je te dis ça comme ça, mais parce que c'est cool, c'est une bonne chose, parce que et je vois qu'il y a de plus en plus de propriétés en plus, donc vous devez travailler comme des fous pour trouver des bons biens, hein. J'ai vu notamment aussi que c'était pas mal autour de Chicago, pourquoi avoir choisi, cette zone pour acheter? Alors, on grandit beaucoup à Chicago et on regarde beaucoup Cleveland en ce moment. On a fait Détroit et on essaye de faire Rochester à New York. C'est, Rochester met plus de temps à croître. Chicago, on aime énormément. Il y a beaucoup de il y a de bons metrics, comme on dit. Les loyers, les rentabilités sont excellentes. Il y a des quartiers très chauds. On se met en bordure de ces quartiers. Notre niche, notre spécialité, c'est vraiment, on fait pas de l'immobilier trophée. Donc les belles tours, les beaux gratte-ciel, les beaux appartements penthouse, c'est pas ce qu'on propose. On propose vraiment des revenus, des propriétés à rentabilité, des propriétés d'investissement. Donc il y en a qui sont subventionnés, dont des loyers subventionnés par le gouvernement, ce qu'on appelle les sections Mmh. 8 aux États-Unis. Euh, et donc c'est toute une approche de gestion différente aussi, il faut connaître. Il faut pas dire simplement, bah, je vais faire des sections 8, donc mon revenu est garanti par le gouvernement, donc ça y est, j'ai rien à faire. Ça serait beau, mais c'est pas le cas. Il y a de la gestion à faire qui est juste une approche différente de la gestion. Mais Chicago a beaucoup de possibilités de croissance dans les 5 à 10 ans et les rentabilités actuelles sont bonnes. La ville se nettoie beaucoup. D'ailleurs, il y a des quartiers magnifiques à Chicago. Et même les quartiers qui sont un peu plus moins haut de gamme, on va dire, ou même moins bien fréquentés, se nettoient et s'améliorent. Il y a une en anglais, on dit gentrification, une amélioration des quartiers qui se fait.
et c'est sur ça qu'on essaye de se baser. En fait, quand on achète de l'immobilier, on essaye de voir quel va être quartier par quartier, l'investissement que le gouvernement va mettre dans ce quartier pour justement le rénover. On fait ces recherches et on se dit tiens là apparemment ils vont mettre un parc, ils vont créer une petite école, il y a deux projets d'église, des choses comme ça. Et ça guide un peu notre Carrément, choix. c'est bien d'analyser un petit peu les choses qui vont être faites, pour, pour peut-être Ah aussi, oui, avant que ce soit fait, potentiellement ça n'a pas été pris en compte dans le prix de vente et du coup, vous pouvez faire de meilleures affaires potentiellement aussi dans ces types de bah, cas. c'est ça, l'immobilier est un jeu long terme. Mmh. Du moins, c'est comme ça que Rémi et moi, nous l'avons vu. Et nous le voyons et c'est ce que nous essayons de transmettre à travers Realty. On n'achète pas pour revendre. Pour ça, il y a tout le marché de crypto-monnaies qui peut être très satisfaisant dans un sens ou dans l'autre. Ça peut être dangereux aussi, mais c'est pas le but de l'immobilier. L'immobilier, on investit dans le long terme. Donc, savoir ou essayer de savoir ce qui va se passer dans les années à venir, ça fait partie de l'analyse. Alors des fois, il y a des projets qui n'aboutissent pas, ça arrive souvent, mais ça arrive aussi que, il y a quand même une belle amélioration. Et n'oubliez pas ce que j'ai dit au début, les petits ruisseaux, Fournier. à la fin, on se dit: «Wow!» Au bout de 10 ans, d'avoir investi des petits montants, mais régulièrement, on se dit: «Wow, attends, c'est quand même un revenu qui représente plus qu'une tasse de café par jour». Là, ça peut devenir même Ouais, carrément. sérieux. C'est ça le but. Ouais, tout à fait et pour revenir un petit peu sur, l'utilisation de Realty, donc j'ai remarqué que les loyers étaient reversés, sur des fréquences, très courtes. C'est surprenant, ça sort, des produits immobiliers traditionnels qui vont plutôt être, sur, du même plus que du trimestre, du semestre ou de l'annuel et là, pour le coup, c'est à la semaine, c'est ça? C'est ou peut-être même ouais, c'est à la semaine, le jour? Alors, aujourd'hui, c'est à la Mmh. semaine. Nous avons commencé à la journée. Au début, c'était un revenu quotidien. C'est-à-dire qu'on recevait le loyer, on enlevait toutes les dépenses, on payait tout ce qu'il y avait à faire. C'était assez prévisible dans une petite maison ou dans une propriété unifamiliale, c'est assez facile, hein. On voit ce qu'il y a à faire tout de suite et on divise par 30 et on envoyait tous les jours un trentième ou un 31e du loyer à tous les token holders. Point. Donc, c'était très facile à faire grâce à blockchain. Ça fait partie du charme de Mmh. Realty. Ça fait partie de l'offre qu'on espère va vous séduire. Mais c'était possible aussi parce que les frais de transaction étaient, quand on a démarré sur Ethereum, étaient négligeables. Mmh. Franchement, c'était des fractions de centimes. C'était même, ça rentrait même pas en considération dans le calcul. Il y a eu une montée spectaculaire des frais de gaz, ce sont les frais de transaction du Mmh. gaz, des frais de transaction. Donc, on n'a plus pu faire la distribution quotidienne, ça coûtait trop cher. On pouvait même plus la faire mensuellement. Même ça devenait donc. Il y a eu quand ça devient trop cher, ben, il y a quelque chose de mécanique qui se crée dans tous les marchés. Et dans la technologie, il y a eu l'apparition de ce qu'on appelle les layer 2, les niveaux 2, enfin les L2, les couches 2, euh, qui se branchent sur Ethereum, euh, mais qui sont à part. C'est-à-dire que régulièrement, elles font un hash des transactions et elles se ponctuent elles la confirment sur le réseau d'Ethereum. Eh bien, nous, on a choisi une L2 qui s'appelle XDAI pour migrer Realty. Pendant cette transition qui se termine maintenant, on distribue les loyers de façon hebdomadaire, mais c'est parfaitement dans notre intention de revenir à une distribution quotidienne de loyers, absolument tous les jours. C'est satisfaisant, c'est une gratification instantanée. Bah, oui, oui, carrément, d'avoir de l'argent qui tombe, tous les jours ou même toutes les semaines. Toutes les semaines, c'est bien aussi, mais tous les jours, c'est clair que Tous les jours, en plus, ça simplifie la comptabilité, ouais, Joachim. Imagine quelqu'un achète ou vend un token, j'ai pas besoin de faire de réconciliation, puisque c'est le token tombe tous les jours, ce que tu as, ce que tu as pas. oui, c'est Point. clair. C'est C'est vrai que simple. ça, c'est Et un point voilà. positif et ce qui est un point positif aussi, c'est l'effet boule de neige. Parce que, en fait, ce que tu vas toucher, plus tôt, potentiellement sur des alors peut-être pas sur des 50 €, mais tu vois, si tu as quelqu'un qui a, 1 000-2 000-3 000-5 000-10 000 € de tokens, sur Realty,
et bien, tous les jours, ces, 10 000 €, bah, ils vont générer peut-être, enfin peut-être pas tous les jours, mais au bout de quelques semaines, tu auras suffisamment généré avec tes loyers pour racheter un le token de la prochaine, maison qui va être mise en vente, la semaine qui suit, quoi. Et du coup, ça te permet d'augmenter considérablement ton capital beaucoup plus vite. Enfin, c'est une remarque, c'est ce que j'ai vu. 2 possibilités. Oui, et c'est une remarque très juste et c'est ce qu'on encourage. C'est parfaitement ça. Premièrement, on reçoit les loyers, on peut les garder. Alors on les reçoit comment? Sous forme de stablecoin, USDC, c'est ce qu'on a choisi en ce moment, c'est-à-dire c'est, 1 USDC égale 1 Mmh, US$. Point. C'est tout, mais c'est sous forme mmh. crypto. Quand le dollar, crypto existera, on utilisera le dollar crypto. Pour l'instant, c'est USDC. USDC qui est Hem, le c'est l'USD stablecoin de Coinbase. Coinbase, ouais, c'est Oui. ça, qui a été introduit en bourse. C'est ça, c'est le stablecoin de Coinbase. Donc on utilise ça. Donc vous le recevez sur votre wallet. Vous pouvez soit le mettre sur un service comme Compound ou un autre qui vous donne des intérêts sur votre dépôt, ou bientôt vous pourrez aller vers un service comme AAV. Vous dites voici, non pas excusez-moi, ça c'est avec le token, ça ne sera pas avec les revenus. Mais quand vous avez votre token que vous avez acheté, vous pourrez aller aussi sur un service comme AAV et dire je stake mon token, je le mets en collatéral, je reçois de l'argent en échange, des USDC ou autres, et j'achète des real tokens avec. Nous avons aussi introduit un autre concept qui est les paiements sous forme de reinvestment house. C'est-à-dire que les loyers que vous percevez vont directement vers l'achat d'une autre maison qui est dédiée que aux personnes qui ont cette Mmh. option. Donc les loyers que vous recevez vont directement acheter des tokens de cette maison qui, elle aussi, génère des revenus. D'accord, donc par exemple, en fait, je vais avoir, une jauge qui va se remplir petit à petit, cha avec les loyers quotidiens et dès qu'elle est remplie, hop, je vais acheter, automatiquement, une part de cette maison. Ça se fera automatiquement, absolument. Et l'avantage, c'était d'essayer de composer les Et intérêts. l'autre élément, OK, et l'autre élément, si j'ai bien compris, c'est par exemple, on va reprendre un exemple, mais, heu, j'achète du coup un token d'une maison. Et du coup, c'est comme si je la mettais en gage et qu'en échange de ce gage, on me prête de l'argent que je vais pouvoir, avec lequel je vais pouvoir acheter un nouveau token d'une nouvelle maison et à nouveau celui-ci, je vais le mettre en gage et je peux répéter l'opération comme ça, en fait, Absolument. ça me donne comme un effet, alors c'est pas tout à fait un effet de levier, mais presque, si, 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 c'est le cas. si, si, c'est comme un effet de levier. Bon, il y a on peut pas, on n'emprunte qu'un pourcentage à chaque fois, donc ça va tend vers de plus en Mmh, plus petit. Mais oui, et aujourd'hui, faire l'exercice est facile pour certains et plus difficile pour d'autres parce qu'il faut savoir manipuler comme la mmh. technologie. Donc, tous ces exercices-là deviendront de plus en plus simples avec le temps, avec l'évolution de la technologie. Mais effectivement, c'est ce que Realty essaye et est en train de faire. Je pense que vous allez créer une génération d'immobilier rentier, crypto, hein. Enfin, du moins, c'est ce que ça semble, vouloir dire avec, bien sûr les développements futurs, mais pour le moment, vous avez posé des briques, qui sont vraiment importantes. Bah, moi, quand on a démarré Realty, je pensais que les plus jeunes seraient, absolument, charmés par la proposition. J'ai d'ailleurs été aux États-Unis dans mon université, pour leur présenter le projet et donc j'avais, tous les jeunes autour, comme un alumni et je présentais ce que je faisais et cetera et je leur disais donc: «À la place d'aller à une soirée, faire la fête, truc, prenez 50 $ et mettez-les dans un token et voyez ce qu'il advient. Si vous le faites régulièrement, dans 10 ans, vous pourrez être très satisfait de ça. En fait, ça n'a pas charmé du tout, hein. Pas du disait, non, les 50 $, ils vont faire la fête avec. Donc, je le comprends, j'ai été là aussi. Donc, les gens qui investissent sur Realty ont tendance à être un peu plus Ouais. âgés. C'est pas vraiment les étudiants, mais j'encourage quand même les plus jeunes à se concentrer sur le revenu passif, que ce soit Realty ou pas. Mmh. Mais c'est quelque chose qu'il faut commencer tôt. C'est là tout le but. Ouais, carrément, je suis le premier à le dire aussi, investissez le plus tôt possible, c'est le mieux. Comme ça, après, on accumule et on capitalise sur ce qu'on a commencé à faire, quand on était jeune et parfois, ça peut vraiment faire une très, très grosse différence. OK, trop cool. Juste, je voulais revenir sur un dernier point.
concernant un petit peu le fonctionnement de Realty. Tu parlais de liquidité, donc ça veut dire Oui. que, par exemple, bon, bah, pour reprendre mon Mmh. exemple, j'ai acheté, 2 biens immobiliers. Alors moi, je les ai pas j'ai pas utilisé le je suis pas rentré dans la partie technique, c'est-à-dire mettre en gage le token pour, recevoir, à nouveau du cash que je vais pouvoir réinvestir. Mais moi, je suis un simple investisseur et je me dis: «Bon, bah, si jamais je veux revendre un token de une de mes 2 maisons, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a justement un marché, secondaire, sur lequel, je peux, proposer mon token à la vente, au prix, que je souhaite et quelqu'un potentiellement qui arriverait et qui verrait qu'il n'a pas de token à vendre, sur le marché primaire, donc sur la vente, on va dire, directe, puisse me le racheter à moi, par exemple? C'est comme ça que ça marche? Oui. Alors il y a 2 façons, même 3 façons de vendre ton token aujourd'hui sur Realty. La première, c'est d'aller sur Realty et de dire: «Je veux vendre mon token» et Realty va te le racheter. OK. Déjà, c'est simple, c'est direct, on est l'émetteur, on peut le racheter, c'est très simple, et voilà. Donc on assure comme ça une liquidité. Deuxième façon, c'est d'aller sur un DEX, donc Uniswap ou LevinSwap aujourd'hui, qui te permet d'échanger ton token contre des stablecoins ou des cryptos. Hem Et la troisième, c'est de trouver à travers les réseaux sociaux, comme Telegram, des chaînes où tu peux faire une transaction en privé OTC. Sachant que dans tous les cas, que ce soit OTC ou que ce soit même sur un échange décentralisé, seul tu ne peux vendre qu'à des gens qui ont déjà été, token holder à travers Mmh. Realty. C'est-à-dire qui ont déjà fait leur KYC et qui ont déjà fait leur whitelisting de leur adresse. À tout moment, Realty sait qui a quoi. Il y a zéro anonymat, zéro. Et le marché est limité à ceux qui ont fait les KYC chez Realty. Mmh. Bah, vous devez savoir, oui, qui sont les détenteurs, des tokens, des biens que vous gérez, ce qui est on va dire, c'est plutôt normal, même si, on aime bien, cet aspect, on va dire, protection de la vie privée, dans le domaine crypto, c'est important d'avoir un KYC quand même, rien que pour rassurer les gens, hein, je Bah, moi, je pense que je le précise parce que quand on a démarré dans Bitcoin à l'époque, le concept de KYC, de machin, de trucs, c'était presque blasphème. Il fallait surtout pas en parler. C'était la liberté. C'était pas une communauté anarchique, mais une communauté très mmh, libertarienne qui se voulait justement une solution aux grandes institutions de notre civilisation. Euh, mais effectivement, nous, ce qu'on propose, c'est des participations dans un bien immobilier. C'est une valeur, c'est un token, un security token. On veut et on est obligé d'avoir le KYC et de connaître l'identité des propriétaires ou des membres de la mmh, LLC. C'est absolument obligatoire. Donc, je le précise parce que dans l'univers de blockchain, il y en a qui ne sont pas très charmés par ça. Bah, c'est la règle et c'est comme ça et ce sont les régulations. Donc, je le précise à mmh. chaque fois. Mais oui, de nos jours, on trouve ça normal. Je suis De toute façon, d'accord. nous, chez Juicy, tous nos partenaires, ont des KYC donc enfin, à partir du moment où vous voulez investir, Bah vous êtes oui, obligé de remplir un KYC. Parce qu'après, il y a les questions de déclaration et cetera, faut voilà. Donc mais absolument, c'est le jeu, il est comme ça. Bah, je pense qu'on a fait absolument. un bon tour, on a vu tout, on a vu, les prémices, on a vu comment on achète, comment vous sélectionnez, comment ça se passe après pour faire travailler son bien, via, la méthode simple, c'est-à-dire on attend ou la méthode technique. On a vu comment revendre. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres éléments à rajouter à, on va dire, l'expérience Realty? Laissez Realty vous Voilà, surprendre. les Cerilti vous y reprend. Il y en a à venir Bah, surtout bientôt. moi ce que j'aime bien avec vous, c'est quand même, même si tu l'as dit, c'est pas le gros de vos clients, les jeunes. Moi, je trouve avec un ticket d'entrée à 50 €, tout le monde peut commencer mensuellement, en mettant un petit ticket tous les mois de 50 € et c'est vrai qu'après ça s'accumule et même, 50 € par mois, bah, sur un an, ça fait 600 €, et du coup 600 €, ça te génère quoi? Bah, à 10 de rendement, bah, ça va te générer 60 € tous les ans et rien qu'avec ça, avec ces 60 €, bah, chaque année, tu pourras racheter un nouveau bien et donc après, voilà, c'est quelque chose qui se capitalise tout seul, en fait. Tu réinvestis, les gains, dans l'achat de nouveaux biens et ça roule tout seul. Donc
et c'est comme ça qu'on a construit notre premier portefeuille immobilier, mon frère et Ah bah, moi. voilà. Sauf que maintenant, avant c'était, Exactement. il fallait avoir du capital, il fallait avoir, beaucoup de temps devant Bah, soi. la banque, les emprunts, les discussions, travailler l'immobilier, le rehausser, le refaire évaluer par la banque, réemprunter pour pouvoir acheter autre chose. Ça se fait maintenant beaucoup plus petite échelle, plus rapidement, plus facilement, Trop cool. grâce à Trop Realty. cool. Bah, écoute, c'est trop bien ce que vous faites chez Realty. On va passer aux questions de fin, ça le temps passe très, très vite. Du coup, j'ai 2 questions. La première, est-ce que tu peux nous partager avec nous, des ressources? Alors tu peux nous partager des ressources, que ce soit dans l'immobilier ou justement dans le milieu de la blockchain, la DeFi, pourquoi pas? Que ce soit des chaînes YouTube, des podcasts, des newsletters, un bon livre, tout ça c'est possible. Alors je te laisse, Alors dans les, youtubeurs, moi j'aime beaucoup Asher, qui est connu et qui est, super, vraiment. J'ai aussi aimé la martingale, qui a été, qui je pense amène beaucoup en général sur un beaucoup de sujets. Heu, il touche un peu à tout, mais il le fait bien. Et puis, il y a des, podcasts spécialisés en immobilier dont je t'enverrai le lien par la ouais, je le mettrai suite, dans les ressources. qui, tu mettras, qui à mon avis, sont très enrichissants, très. En ce qui concerne blockchain, et en ce qui enfin dans l'immobilier après il y a aussi beaucoup de, l'immobilier est un marché local, je pense, hein, d'après mon expérience, l'immobilier est un marché local. Donc en fait, on peut apprendre les grandes lignes du métier, mais l'immobilier s'adapte de région en région. Un expert en immobilier aux États-Unis ou au Canada n'est absolument pas un expert immobilier en Belgique, en Suisse ou en France. C'est pas du tout le même métier. Et ça, j'en suis intimement convaincu. Bon, d'autres peuvent argumenter différemment, mais ça reste ça. Donc donner des conseils de ressources immobilières, c'est Mmh. difficile. Ça dépend vraiment de là où on vit. En ce qui concerne la blockchain, dans la blockchain, en ce moment, euh, moi j'ai démarré au tout début, donc c'était assez simple, mais quand je devais donner des cours au début sur qu'est-ce que Bitcoin, je recommandais un livre qui était Bitcoin pour les nuls en fait. C'était tout idiot, mais il était super bien fait. Ça fait longtemps que j'ai pas donné de cours et ça fait longtemps que j'ai pas regardé quelles étaient les ressources, mais des petits films sur YouTube simples sur qu'est-ce que la blockchain, qu'est-ce que Ethereum, qu'est-ce que les smart contracts et qu'est-ce que la finance décentralisée. Bah, à force d'entendre, je pense que, et à force d'écouter, on développe un très bon feeling, une très bonne appréciation pour ce que c'est, la puissance que c'est. Ça donne envie. Laissez-vous séduire et tenter. C'est ça que j'ai envie de dire. Mmh. J'ai pas de ressources particulières qui me viennent à la tête parce que je suis vraiment dedans tout Ouais, le ouais. temps. Donc, Oui, tu un flux voilà. d'informations continu déjà, qui se fait tout seul, Exactement. à travers tes différents réseaux, je suppose, non, mais c'est le cas pour tout le monde au final, on est tous dans notre bulle, tu vois? Et quand tu commences à rentrer dedans, C'est moi exactement c'est ça. pareil, alors j'ai connu l'écosystème crypto bien plus tard que toi, en 2000, fin 2015, début 2016, avant le 1er, gros bull run quoi, et c'est vrai que quand je suis rentré dedans après, tout, YouTube, Facebook, ce que tu veux, ils me recommandaient du contenu sur ça et c'est comme ça que petit à petit, bah, j'ai compris les termes, et cetera et puis j'ai compris à quoi servait chaque projet parce que l'écosystème est très vaste, très varié. Et donc et justement j'inviterai d'autres personnes, peut-être pourquoi pas quelqu'un de chez Just Mining, Asher, dans l'idéal, ou Tout voilà à fait. des personnes qui connaissent bien, cet écosystème pour venir approfondir parce que c'est vrai qu'en 1 heure on n'a pas le temps et on parlait aussi surtout d'immobilier, mais ouais, ouais, c'est très cool en tout cas, tes ressources. OK, super et dernière Merci. petite question, est-ce que tu peux me parler, un petit peu de tes des investissements que tu as faits, ceux qui sont bien passés, ceux qui sont moins bien passés, ceux que tu aimes? Oui, enfin, en général, moi, j'investis dans ce que je connais. Donc, j'ai connu quoi? J'ai connu et je connais l'immobilier. J'ai investi dans ce que je fais, l'immobilier et les cryptos. Alors, dans l'immobilier, je continue. C'est toujours quelque chose, l'immobilier on s'est occupé de notre immobilier s'est occupé de nous dans les moments difficiles aussi de la vie, dans les moments moins plus agréables. Donc, je pense que c'est toujours quelque chose de sage à faire. Dans les cryptos, il y a eu des hauts, des bas, il y en aura toujours. Je crois toujours en Bitcoin, ça je le dis,
pour moi, ça reste quand même la valeur de référence. J'aime beaucoup Ethereum, évidemment, le Levin qui apparaît, mais je reste très à la recherche des nouvelles technologies comme Uniswap, comme Aave et d'autres qui apparaissent. C'est beaucoup plus spécialisé, c'est beaucoup plus risqué. Pour moi, le Bitcoin n'est pas risqué. Ça, faut le comprendre. Même au prix d'aujourd'hui, c'est pas Mmh. risqué. Mais du moins, ça, c'est mon appréciation personnelle. Attention, je fais pas de Ouais. recommandations à ce niveau-là. Surtout pas, surtout pas. Mais j'ai ce sentiment. Les autres sont très risqués, évidemment, donc à faire avec beaucoup de prudence. L'immobilier reste pour moi quand même quelque chose qui est là quoi qu'il Mmh. arrive. Et ça n'a pas de C'est la prix. valeur refuge par excellence, quoi. Je le pense. Et c'est la seule chose qui permet de battre l'inflation aussi. Mmh. Oui, avec les Quand les choses vont mal, ben, l'immobilier, tout le monde a besoin. Et c'est pour ça que je fais de l'immobilier résidentiel, même si les choses vont mal. Tout le monde a besoin d'un tout le monde toit. a besoin d'un toit, ouais, carrément, c'est la vérité, hein. Et ce qui est bien avec l'immobilier, c'est qu'il y a Donc 2 il y voilà. a 2 mécanismes de prise, enfin de prise de valeur. Il y a le 1er qui est la prise de valeur du bien par rapport à son emplacement et cetera, et le deuxième c'est les loyers. Tu peux très bien cumuler les 2, hein, obtenir des loyers et faire en sorte que ton bien prenne de la valeur. D'ailleurs, j'imagine que c'est le Mais cas, chez Realty. Par exemple, j'ai acheté un bien il y a de ça, admettons j'ai acheté un bien aujourd'hui. Dans 2 ans, il aura sûrement été revalorisé à la hausse comme à la baisse peut-être, par un expert qui vient faire ça. il est réévalué une fois par an. Une Mmh. fois par an, on demande à un évaluateur professionnel indépendant de nous émettre une évaluation qu'on poste sur le site web et la valeur du token s'adapte selon cette évaluation. OK, Si jamais le marché bouge beaucoup, il y a une guerre, il y a quelque chose ou n'importe quoi, on fera l'évaluation plus tôt. C'est tout. OK. Mais sinon, c'est une fois par an. Ouais, mais c'est bien parce que du coup, ça veut dire que même en passant par, une forme d'investissement immobilier un peu, nouvelle génération, on a quand même droit à ce double mécanisme de prise de valeur. Voilà, Mais absolument, donc mais c'est trop absolument. bien. C'est pas une hypothèque que vous achetez, c'est pas l'hypothèque sur le bien immobilier dans lequel vous Ouais, ouais. investissez. C'est dans le bien immobilier, indirectement par une LLC, mais c'est dans le bien immobilier. Donc vous avez la rentabilité et vous avez les gains de capitaux ou pertes. C'est peu probable, mais ça arrive de temps en temps. Il y a des cycles Mmh, immobiliers, mais vous les avez. C'est pour ça que j'ai dit au début, on se concentre sur la mmh. rentabilité. Mais au bout de 10 ans, le portefeuille ou vos tokens, pas mal de chances d'avoir pas mal pris de valeur C'est aussi. ça, ouais, exactement. Alors c'est peut-être pas ce qu'on voit dans le monde crypto aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu, c'est incroyable ce qu'on voit en crypto, mais bon, c'est pas ce que Realty propose. Realty, Bah, de toute façon, c'est un endroit safe. heureusement que Voilà. l'immobilier n'est pas comme le monde crypto parce que c'est Et on est d'accord. On est d'accord, même pas la peine d'élaborer, on est d'accord. Je crois que c'est oui. tu imagines genre, là, ça serait grave, tu imagines genre le prix des appartements Alors waouh! explose, enfin tu là en mode: «Ouais». Et après s'effondre à la moindre nouvelle, bah, ça serait Ah ouais, insupportable. Je suis je pense d'accord. que les locataires comme les propriétaires ne seraient pas prêts, quoi. Donc ouais, ouais, c'est tant mieux, mais c'est quand même bien de faire le pont entre ces 2 écosystèmes. Bah, écoute, merci beaucoup, Jean-Marc, c'était un super épisode Mais merci beaucoup de m'avoir invité, et Joachim. je te laisse le mot de la fin. Bah, merci à tous et puis laissez-vous, séduire, essayez de voir si ça vous plaît ou pas et peu importe, essayez de lire sur la finance décentralisée. Ce n'est pas une perte de temps et c'est vraiment, je pense, l'avenir. Carrément, c'est tellement ça. Bon, bah, merci Jean-Marc, et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci, au revoir. Merci pour votre attention. Avant de partir, 2 petites choses. La première, si l'épisode vous a plu, bien, s'il vous plaît, laissez-nous une bonne note sur Apple Podcasts ou Deezer ou Spotify en fonction de la plateforme que vous utilisez. On accepte uniquement les 5 étoiles. Si vous êtes sur YouTube, eh bien, laissez un pouce bleu et un petit commentaire si vous avez des questions, je pourrais répondre. Et deuxième chose, vous pouvez retrouver la fiche de présentation de l'entreprise et des produits d'investissement qui ont été abordés dans cet épisode sur juicy.club, donc inscrivez-vous, c'est gratuit. Sur ce, je vous souhaite une vie pleine de richesses et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour aborder de nouveaux investissements.